Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Ether. Ethereum, il se passe des choses autour d'Ethereum, autour de Aave, autour de Justin Sun qui retire ses milliards et qui a des conséquences très importantes sur Ethereum et le staking. Imaginez, vous avez des jetons stakés, vous devez attendre plus de 20 jours pour les retirer. Je vous explique tout ça, des jetons qui sont bloqués. Alors, c'est quoi le risque réel? C'est quoi ce qu'on peut faire pour éviter tout ça? Je vous explique tout ça dans cette vidéo et bien d'autres choses, énormément d'actualités. On va parler de Trump, de Sharpling Gaming, d'ETF Ondo, de Memcoin aussi. Et on va commencer avec le cours des cryptos. On a un BTC à 118 000 $, moins 0,8%, le marché dans sa globalité est dans le rouge comme vous pouvez le voir. On a le BNB qui a dépassé les 800 $, là il est repassé en dessous, mais on a dépassé un plus haut historique. BNB se porte bien ces derniers temps, je vous en ai parlé de la roadmap juste hier du BNB, très intéressant ce qu'ils sont en train de développer. Et les autres crypto-monnaies, beaucoup en baisse aujourd'hui, XRP moins 6%, ADA moins 7%, Ethereum moins 3%, 3600 $. Commençons par Ethereum avec en fait un tweet du fondateur de Curve qui cite en fait quelque chose de très intéressant qui est que le nombre de transactions par seconde sur Ethereum atteint désormais les 20 transactions par seconde, ce qui est plutôt pas mal. Bien sûr, ceux qui connaissent Solana, Aptos, Sui vont dire c'est complètement nul, c'est ridicule, mais c'est une évolution. Ethereum, on était à quelque temps à 12, 13 transactions par seconde, 14 transactions par seconde. On est passé à 20, c'est pas mal, et surtout avec le nouveau focus de la fondation Ethereum sur la scalabilité, c'est-à-dire mettre le réseau principal à l'échelle, augmenter les performances du réseau principal, on va dépasser ce 20 transactions par seconde bien, on va faire beaucoup plus. Très bientôt, on va encore augmenter, on va passer à 60, donc 50%, 60 mégagas, hein, donc 50% de plus, on devrait atteindre les 30 transactions par seconde. Ensuite, il y a plein d'autres évolutions pour faire vraiment un multiplicateur beaucoup plus élevé. Et bien sûr, il reste les L2 qui elles aussi augmentent et qui ont de meilleures performances régulièrement. Du coup, tout ça va vraiment augmenter pour atteindre un nombre de transactions très important. Alors, je voulais vous parler de quelque chose sur Ethereum qui est assez inquiétant parce que c'est un protocole qui est très connu, le STETH, Lido. Ça permet de staker ces Ethers de manière très très simple. Vous avez des Ethers, vous les envoyez sur Lido, vous achetez tout simplement le jeton Lido STETH et vous avez 2,8% de rendement sans rien faire. C'est l'une des solutions les plus sécurisées pour générer du rendement sur l'Ether. Mais là, regardez, si vous voulez retirer vos STETH et les convertir en Ether par exemple, et ben ça prend désormais 21 jours si vous voulez le faire depuis Lido et depuis en fait la conversion officielle des STETH en ETH, c'est-à-dire ça passe par les validateurs qui doivent faire une opération de déstaker, etc. Et si vous voulez passer par un exchange décentralisé, le taux, il est de 0,9966, c'est-à-dire un dépeg, une perte de 0,34%. Et là, c'est quasiment instantané pour faire le trade, mais vous perdez 0,34%, ce qui est quand même à peu près plus de 10% du rendement annuel généré par le STETH. Donc c'est pas négligeable, et surtout qu'il y a des personnes qui font des fois des boucles sur Aave, etc. Et d'ailleurs c'est ce que je vous expliquais dans un instant. Donc qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de retirer les STETH depuis Ethereum, mais pour récupérer des Ethers. Et ça crée ce dépeg 0,9966. Donc là il y a déjà une opportunité. Si vous avez des Ethers qui ne font rien, bah, le meilleur plan c'est d'acheter des STETH maintenant parce que je peux vous garantir que ce 0,9966 va remonter à 1 bientôt, ce qui fait en fait que vous allez récupérer une bonne partie de ce rendement. C'est un 0,3% quasiment gratuit. Annualisé, on doit être 0,34% en 20 jours. Ça doit faire du 6% annualisé sur l'Ether, ce qui est plutôt pas mal hein, comme rendement. Mais bon, j'imagine que la plupart des gens qui ont de l'Ether n'ont pas de l'Ether comme ça qui traîne, il est déjà placé. Sinon, bah, c'est vraiment une opportunité quasiment sans risque de générer un très bon rendement sur l'Ether en très peu de temps. Mais bon, revenons-en à tout ça. Ça a commencé avec Justin Sun. Justin Sun, le fondateur de Tron, le milliardaire de la crypto. On peut voir là sur Arkham en 2021, il était monté à plus de 6 milliards de dollars sur ses adresses publiques. Et bien Justin Sun, il a commencé à retirer ses cryptos de Aave, ses Ethers de Aave notamment. Et ça, en fait, ça a entraîné une hausse des taux sur Aave, une hausse des taux d'emprunt. On a atteint du 14-13% sur Aave. J'ai trouvé ce thread de Marcin de Redstone, le fondateur de Redstone, qui explique un peu tout ça. Et on va parler un peu technique, parce que c'est bien un peu de comprendre les choses, et pour savoir ce qui s'est passé.
Donc, je vous ai dit le STETH. Le STETH, il y a plusieurs manières d'avoir du STETH. On peut avoir du STETH ou du WSTETH, des tokens wrappés. La différence, c'est que le STETH, vous avez chaque jour des jetons en plus qui vous sont donnés sur votre wallet, alors que le WSTETH, vous avez la même quantité de jetons sur votre wallet, mais votre jeton prend de la valeur. Et généralement, c'est le WSTETH qui est utilisé sur les plateformes de type AV. Ce WSTETH, il y a un oracle pour faire la conversion entre WSTETH et le STETH. Donc c'est pas le prix du marché qui est pris, c'est le prix, c'est la quantité réelle de STETH dans le STETH. Et ensuite, il y a un autre oracle, et là c'est assez intéressant parce que la plupart des plateformes de finances décentralisées, quand elles vont prendre le prix du STETH, elles ne prennent pas le prix réel, le prix du marché, le prix au marché du STETH. Ils prennent le prix de l'Ether. Et ils font une sorte ils font l'hypothèse qu'un STETH égale toujours à un ETH. Donc c'est une hypothèse très importante pour le fonctionnement et pour éviter des cascades de liquidation, parce que si ils prenaient le prix du marché et qu'il y a par exemple là un léger dépeg du STETH, et ben ça va entraîner des liquidations, ce qui va entraîner une baisse de prix du STETH, qui va entraîner des liquidations, ce qui va entraîner une baisse de prix. On aura un cercle vicieux qui pourrait entraîner une chute dramatique du cours du STETH et une mauvaise dette pour les plateformes de type lending borrowing. Donc ils prennent juste le STETH égale à ETH. Et là, ce qui s'est passé, on a eu Justin Sun qui a retiré ses Ethers. Ensuite, le taux a complètement augmenté pour les emprunteurs, et il y a beaucoup de personnes qui font de l'effet levier sur AV, c'est-à-dire ils déposent de l'Ether, ils empruntent des USDC ou des USDT, ils rachètent de l'Ether staké, enfin tout ça c'est avec de l'Ether staké. Généralement on met de l'Ether staké, on fait des boucles comme ça pour augmenter la quantité d'Ether staké qu'on a, et ça génère beaucoup de rendement. Mais quand le taux d'intérêt augmente grandement, et surtout quand on est à un levier x10, on peut se retrouver à perdre de l'argent à cause de ce rendement qui est élevé. Donc on a une perte nette. Il y a beaucoup de personnes justement qui veulent arrêter les boucles et vendre petit à petit les STETH, et c'est pour ça qu'on arrive à une situation comme ça où on a les 20 jours de queue, 21 jours actuellement de queue pour pouvoir retirer les Ethers depuis Lido. Alors, est-ce que c'est grave? Non. Si vous n'avez pas besoin de la liquidité tout de suite et que vous êtes prêt à attendre 21 jours, c'est pas très grave. Est-ce que c'est grave de perdre un peu d'argent sur les DEX? Ça dépend. Est-ce que vous avez besoin de liquidité tout de suite? Et dans ce cas-là, 0,34%, c'est pas énorme. Hein. Ça représente limite juste les frais que vous allez payer sur un exchange pour faire un trade similaire. Donc c'est pas déconnant non plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en cas de panique plus importante, on peut avoir un dépeg un peu plus important. On peut atteindre les 1%, on peut atteindre peut-être quelque chose d'assez inquiétant, qui peut inquiéter certaines personnes, qui peut entraîner une perte nette. Moi, je recommande de ne pas paniquer sur le STETH. Il n'y a aucune raison de paniquer, il n'y a aucune raison qui dépègue longtemps. Voilà, au pire des cas, il y a des personnes qui font de l'arbitrage et qui achètent le jeton, qui attendent 21 jours et ensuite ils récupèrent leur argent. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là sur ce projet. La mise en garde, c'est ceux qui font des boucles à effet levier pour générer un rendement incroyable. Oui, ceux-là, honnêtement, soyez vigilants. Heureusement, tel que c'est construit AAV, et vu qu'ils prennent l'hypothèse qu'un STETH égale un ETH, ça va, il n'y a pas trop de risque de liquidation. Le risque, il est plus sur les intérêts que vous pouvez payer pendant une durée plus ou moins longue, qui vont être élevés. Mais ça n'a pas duré longtemps pour AV. Les 14% sont vite passés à 3-4%. Donc c'est assez bien. En fait, il y a des compromis qui ont été faits sur AV. Et au final, j'ai l'impression qu'ils protègent plus les emprunteurs que ceux qui déposent. Et de toute façon, AV, ça reste un très bon protocole. Bref, si vous voulez creuser tous ces sujets de finances décentralisées, comment générer du rendement de manière sécurisée, éviter tout ça, éviter des positions assez risquées, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi, vous avez le lien dans la description. On parlera de tout ça. C'est plus un accompagnement pour ceux qui ont une quantité de crypto significative. C'est pas pour les petits portefeuilles. La finance décentralisée, quand on veut aller vraiment sur des projets, et d'ailleurs beaucoup sur Ethereum, c'est pas pour avoir 100 euros, 1000 euros sur les protocoles. On peut le faire sur Base ou sur d'autres blockchains, mais voilà, c'est pas vraiment ce que je propose lors de cet accompagnement. Ensuite, on va parler de Sharplink. Sharplink Gaming, la société qui continue d'acheter de l'Ether. 97 millions de dollars d'actions ont été vendues pour acheter de l'Ether. Ils en sont à 360 000 Ethers. C'est assez énorme, hein. Ils sont leaders sur le marché et ça continue. Il y a cette compétition saine, je trouve, entre Sharplink Gaming, Bitmain, et on a Ether Machine qui arrive bientôt avec 1,5 milliard de dollars. Bref, ça continue et c'est pas les seuls à acheter
Des cryptos. Trump Media, la société de Donald Trump, a acheté il y a 2 jours des bitcoins. J'avais pas vu passer la news. 2 milliards de dollars. Ça représente la majorité de leurs actifs liquides. Ils ont 3 milliards de dollars d'actifs liquides. Ils ont 2 milliards de dollars de bitcoin. Ils ont dit qu'ils allaient potentiellement acheter d'autres cryptos actifs. Ils n'ont pas dit lesquels. Mais voilà, c'est intéressant de voir que le président des États-Unis via ses sociétés, a des milliards de dollars en crypto. Alors bien sûr, il y a des conflits d'intérêts entre les politiques, par exemple, qui mettent en place les réglementations qui sont censées faire pump d'une certaine manière ces investissements. Mais bon, je vais pas me plaindre que Trump soit en train de faire pump les cryptos. Ensuite, 21 Shares, la société qui émet pas mal d'ETF, vient de faire une demande pour lancer un ETF spot Ondo. Ondo Finance, j'en ai longuement parlé. Le projet qui veut ramener les RWA, les actifs du monde réel sur la blockchain, ils ont deux fonds qui sont assez gros, hein, 700 millions de dollars et 650 millions de dollars, l'OUSG et l'OUSDAY. Je vous l'ai déjà dit, moi, le problème d'Ondo, c'est que le token Ondo ne profite pas de tout ça. Il n'est pas du tout lié à ses investissements, il est lié uniquement au protocole de finance décentralisé Flux Finance, qui profite de tout ça de manière très très indirecte, et du coup le token Ondo, on se retrouve avec un token qui sert quasiment à rien. Mais voilà, ils auront un ETF, c'est une bonne news hein, pour Ondo. On va voir comment les investisseurs vont apprécier ce type de projet, et de toute façon en crypto il y a beaucoup de choses qui se fait autour plus de la hype que de l'analyse fondamentale, malheureusement. Mais bon, pour moi, l'analyse fondamentale finit toujours sur le long terme par avoir raison et permet de faire des bons investissements plutôt que d'essayer d'aller surfer uniquement sur, par exemple, la vague des RWA en choisissant le token Ondo, alors qu'au final, le token Ondo, je vous l'ai déjà dit, il sert quasiment à rien. Bitvavo, le partenaire de la chaîne, vous offre 20 € pour les prochains jours. N'hésitez pas pour vous inscrire sur la plateforme. Cet exchange européen qui a l'agrément MiCA, qui a près de 400 crypto-monnaies, 0,05% de frais sur l'USDC, c'est très bas, et 0,25 sur les paires euros avec une excellente liquidité. N'hésitez pas à vous inscrire. Ça permet de soutenir la chaîne et ça vous permet d'avoir un autre exchange avec des frais vraiment intéressants et des virements, c'est pas gratuit, instantané. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter des cryptos simplement, ça c'est une bonne option. Ensuite, on va parler de Solana avec le launchpad de Memecoin Let's Bon qui obtient 64% de part de marché, donc bien devant Pump.Fun, alors que Pump.Fun était leader. D'ailleurs, Pump.Fun, ils sont redescendus en dessous de leur prix de l'ICO, donc vraiment, au final, c'était pas un bon investissement si on patientait quelque temps. Je vous l'avais dit hein, avant que ça se lance. Peut-être qu'au cours des premiers jours, ça peut être intéressant pour les investisseurs de faire un rendement intéressant. Je crois qu'on est monté à 50% de plus, et au final sur le long terme on est en train de voir que les gens s'éloignent de Pump.Fun. Moi c'est plus, je vous l'ai dit, j'aime pas trop la philosophie de ce projet d'un point de vue éthique. Au final on gagne de l'argent avec les gens qui sont en train de perdre des milliards de dollars, sorte de casino quoi. C'est un peu comme si on était investisseur dans un casino. C'est peut-être un bon business, mais je sais pas, je suis pas à l'aise avec ça. Mais je respecte Pump.Fun d'avoir créé cette innovation technique, de pouvoir lancer des tokens très simplement, rendre ça accessible à tous. Précédemment, c'était extrêmement compliqué. Il fallait prendre les smart contracts de OpenZeppelin, aller sur une interface type Remix pour lancer le smart contract, déployer. C'était quelque chose de technique, quasiment pour les développeurs uniquement qui pouvaient lancer des memecoins. Et Pump.Fun est arrivé avec cette interface ultra simple, et ce qui a permis le succès énorme qu'on a pu le voir. Alors, la nature humaine fait que c'est utilisé uniquement pour la spéculation, mais d'un point de vue technologique, c'est vraiment sympa ce qui a été fait. Ensuite, Dogecoin. Il y a un groupe de développeurs autour du Dogecoin, ceux qui sont derrière le MyDoge Wallet, qui sont en train de proposer une évolution au réseau principal Dogecoin, la mise à jour OP-Check-ZKP, qui permettrait d'avoir des vraies solutions de niveau 2, des L2 comme sur Ethereum, qui permettent d'avoir des smart contracts, des ZK, des Zero Knowledge EVM, etc. Tout ça sur le réseau Dogecoin. Ça pourrait apporter vraiment plus d'utilisation au réseau, plus de smart contracts, plus d'applications liées au réseau Dogecoin, et c'est intéressant. C'est quelque chose que le réseau Bitcoin a refusé jusqu'à maintenant. Ils veulent rester vraiment le moins complexe possible, et c'est respectable aussi. C'est ce qui fait que les gens ont confiance dans le Bitcoin. Mais j'aimerais bien voir ce que ça va donner sur le Doge si ça passe, et si ça va inspirer d'autres projets proof of work, on va dire, assez qui sont pas smart, qui n'ont pas de smart contract, etc., pour savoir comment une blockchain peut garder ce niveau de résilience, de robustesse niveau 1, et donner toute l'innovation sur des L2 et avoir de vrais L2, pas comme les L2 qu'on a actuellement sur le Bitcoin. En fait, c'est pas vraiment des L2, il n'y a pas cette notion de vérification des données sur la blockchain initiale, etc., alors qu'on pourrait faire des choses
très intéressante à ce niveau-là. Et pour finir, Fogo, la blockchain de niveau 1 qui a une Solana Virtual Machine hautement performante qui utilise le logiciel FireDancer qui est en train d'être développé par Jump depuis un certain temps, et a lancé son testnet, son environnement testnet. Ça permet de réaliser des transactions dans un environnement de test. C'est une blockchain haute performance conçue pour le trading, donc on peut voir ça comme un concurrent Aptos, Suisei, etc. Solana d'une certaine mesure. Et voilà, ils ont lancé le testnet. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez réaliser des transactions si ça vous plaît en vue d'un potentiel airdrop. Mais bon, moi honnêtement, je déconseille ça à tous ceux qui n'ont pas beaucoup de temps. Pour moi, les airdrops actuellement, c'est vraiment si vous avez beaucoup de temps et si vous avez un patrimoine crypto qui n'est pas très élevé, vous pouvez vous amuser à réaliser plein de transactions, etc. Mais voilà, la tendance des airdrops, c'est plus comme ce que c'était il y a quelques temps. Donc je recommande un peu moins ceux qui ont déjà un portefeuille assez conséquent et je pense qu'il est plus intéressant de faire fructifier ces cryptos autrement. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.